Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 17 juin 2026. Date à noter dans le calendrier puisque c'est le début de la présidence de Kevin Warsh à la Réserve fédérale, la fameuse Fed aux États-Unis, avec la réunion FOMC et la décision attendue au niveau des taux, avec bien entendu très certainement des taux qui seront maintenus entre 3,50 et 3,75 avec les sites de Paris qui estiment donc cette faveur à plus de 97-98%. C'est malgré tout un contexte qui, comme vous le savez, est actuellement très compliqué pour la Fed puisque on a une inflation qui, depuis le début de cette année 2026, repart relativement fort et pour cause tout ce qui s'est passé du côté de l'Iran avec une inflation qui petit à petit, entre l'été et automne, normalement devrait un peu se détendre, mais on peut constater, et notamment sur la zone européenne, avec la BCE qui a d'ores et déjà remonté les taux sur la dernière échéance, que normalement la Fed, si elle suivait le même motif, ne devrait même pas se contenter de juste ne rien faire, mais à son tour augmenter les taux. Donc il y a le consensus aujourd'hui qui plaide en la faveur que avec un apaisement du côté de l'Iran, on devrait pouvoir passer l'éponge entre l'été et l'automne avec peut-être une désescalade au niveau donc de cette courbe inflationniste. On va voir comment ça va se passer et plus que toute autre chose pour aujourd'hui en particulier, c'est le ton de Kevin Warsh, donc nouveau président de la Fed qui va donner le là pour la suite et pour les prochains mois et prochains trimestres. Au niveau de l'analyse technique, on va aller assez vite puisque c'est un peu une émission de transition aujourd'hui et ça n'a pas fondamentalement changé depuis lundi, vous vous en doutez bien. Par contre, ici, pour ceux qui suivent la quotidienne avec toujours le même graphique, toujours les mêmes moyennes mobiles, etc., vous pouvez constater que j'ai ajouté le système Ishimoku. Et donc, c'est pas pour me faire passer pour un expert en ce que je ne suis pas ou quoi que ce soit dans ce style, mais pour pointer du doigt la répétition de ce qui s'est déroulé sur le bear market précédent. Et on en est pile poil là où on en était, eh bien justement autour de cette période entre le mois de juin 2022 et ensuite l'été qui s'en est suivi, avec, quand on observe au niveau du nuage, ce twist ici relativement fin qui était en train de nous annoncer à cette période clé charnière eh bien qu'on était en train d'essayer de poser un point bas. On en est pile poil à la même zone de temps par rapport au bear market et au cycle de 4 ans, pile poil à nouveau aligné sous cette espèce de twist. Et je vous le donne en plein dans le mille, c'est quand même assez cocasse quelque part de constater ça et de se dire que peut-être cette fois de nouveau ça va se reproduire. Eh bien si on s'en fie à ce qui s'est passé pareillement entre 2022 et début 2023, on pourrait à nouveau re-rentrer dans ce nuage ou venir le toucher d'ici à novembre maximum, voilà, entre mi-novembre et fin novembre 2026, ce qui correspond une fois de plus avec les midterms de Trump, qui correspond plutôt pas mal avec le fameux cycle de 4 ans et cette périodicité octobre-novembre où on est censé avoir eu le point bas du marché crypto. Et à partir du moment où on re-rentrera dans le nuage en latéralisant un petit peu et qu'on obtiendra à nouveau un twist sur lequel on vient s'appuyer ici et qu'ensuite on repart au-dessus des nuages, je me base sur le système Ishimoku, c'est pas pour faire des jeux de mots en disant que quand on sera ressorti du nuage, tout ira bien. Ce qui, malgré tout, d'un point de vue du sens strict du système Ishimoku, eh bien, en effet, on préfère être au-dessus du nuage que dans ce dernier ou en dessous. En tout cas, voilà, c'est quelque chose que je regarde peu souvent. Je jette un petit coup d'œil de temps en temps en hebdo, en mensuel, pour voir comment se comporte notamment la lagging span, essayer de tirer diverses informations autour de ça. Il faut vraiment beaucoup de maîtrise et beaucoup de pratique autour du sujet pour bien l'appréhender, donc je ne rentrerai pas dans des grandes diatribes ou explications autour du système Ishimoku, mais j'ai trouvé ça très intéressant, d'autant plus que quand on revient un petit peu à notre cœur de métier quelque part pour l'analyse technique et nos bonnes vieilles moyennes mobiles long terme, eh bien là pour l'instant on travaille longuement autour de la moyenne mobile 200, 0,618 de Fibo qui est le golden retracement. Est-ce que les 2000 milliards vont tenir pour le marché crypto? L'été va nous donner toutes ces réponses et d'ici l'automne, d'une manière ou d'une autre, on aura soit vérifié que le point bas était déjà derrière nous ou bien on aura fait ce dernier. Que dire de plus? Ce matin, l'Eurostoxx à plus 1% s'arrache pour le 50 et on fait un nouvel ATH. C'est une bonne nouvelle pour l'Europe qui rattrape un petit peu son retard. Le Nasdaq devrait réouvrir léger dans le vert, le S&P également cet après-midi, tandis que hier on a clôturé léger dans le rouge. 4328$ l'once au-dessus de la MM50 pour le gold. Il faudra repasser durablement au-dessus des 4400, 4450 pour relancer une trend haussière. On a la MM20 également autour de 4700.
700. Les objectifs techniques du côté des banques institutionnelles et d'affaires sont toujours à 12 mois de 5 500 $ l'once pour le gold, qui les avait déjà touchés 2 trimestres en arrière, donc sur cette fin janvier 2026. Côté Bitcoin, ce qu'on vient d'observer sur le crypto total est exactement la même musique, puisque Bitcoin représente aujourd'hui un poids important dans ce marché crypto et donc dans le crypto total, avec une dominance qui est autour de 59%. Donc aujourd'hui, voilà, c'est les 60 000 à ne pas perdre. Et surtout, cette MM200 semaines, autour de 62 250, on aimerait ne pas clôturer en dessous, sinon ça risque de faire un petit peu l'appel d'air sous les 57 000 et peut-être visiter enfin d'ici l'automne les fameux 50 000, toujours pareil à plus ou moins 5 000 $. Et dans le pire du pire des cas, eh bien, s'il y avait un bear market côté TradFi qui vienne se suramplifier côté crypto, avec, comme vous le savez, ça arrive de temps en temps, on vend tout à n'importe quel prix sans trop regarder ce qu'on est en train de faire. Voilà, la dernière zone d'extrême peur pour le marché crypto aujourd'hui se situerait quand on recoupe à la fois les datas techniques mensuelles, hebdomadaires, les cycles précédents, la volatilité. On a essayé de prendre énormément de choses en considération. Le côté on-chain avec les bitcoins qui sont détruits au travers du temps, les détenteurs qui sont sous l'eau. En général, c'est quand on arrive autour de 70% du supply qui est sous l'eau qu'on trouve les points bas. Là, récemment, on était entre 55 et 60%. Donc, l'un dans l'autre, on n'en est plus si loin. C'est pas des pourcentages par rapport au cours, mais bel et bien des bitcoins qui ont été achetés et qui aujourd'hui se retrouvent à perte. Donc voilà, vous savez qu'aujourd'hui, en achetant ou en faisant du DCA autour de 65 000, eh bien, le pire qui puisse arriver sur un horizon de temps de 6 mois à peu près, on prend des fourchettes qui me semblent à peu près correctes par rapport à ce fameux cycle de 4 ans ou par rapport à ce qu'on vient d'observer et qui pourrait avoir lieu entre l'été et l'automne, on se projetterait donc au pire des cas sur un moins 40, moins 45%. Et au mieux, si jamais eh bien, le point bas a d'ores et déjà été fait, on voit qu'on peut faire le yo-yo un petit peu entre moins 5 et moins 10%. Et même les 50 000, si on commence à payer un peu plus agressivement autour de 65 000 pour Bitcoin, ça fait que, entre grands guillemets, un moins 20%. Donc je pense que pour les crypto-bros, on a déjà vu pire. Ether, c'est toujours la même musique, donc il a défendu les 1500 $. Ça n'était pas rien. Il y a des gens qui ont fait déjà un beau move. On est venu chercher donc hier avant-hier 1850. Pour l'instant, c'est une zone d'intérêt long terme pour Ethereum entre les fameux 1400 qu'il n'a pas retouché et cette zone de polarité. Alors on en a une première à 1850, mais comme vous le savez, c'est vraiment les 2100, 2150 qui sont très importants pour Ether. Et à ce jour, on a toutes les moyennes mobiles qui sont à plat, mis à part la 20 qui redescend, qui suit le cours d'un peu plus près, mais la 200 se trouve à 2475 et ensuite on a la 100 et la 50 entre 2800 et 3000 $. Là aussi, les oscillateurs sont plutôt en train de se poser. Donc, quand on observe les oscillateurs, on a envie d'y croire que le point bas est déjà fait. Comme je vous le dis depuis longtemps, voilà, j'ai toujours pas trouvé ma boule de cristal pour vous dire ni à quel prix sera le point bas parfait, ni quel jour, ni pourquoi, ni comment. Mais j'essaie systématiquement de vous donner un cadrage ou un minimum de cadrage pour vous permettre d'évoluer un peu plus sereinement, psychologiquement, et de pas vous faire des nœuds au cerveau. Et tout simplement, comme on l'a dit un nombre incalculable de fois depuis que cette chaîne existe, bien entendu, ça se prête plutôt pas mal à faire un DCA au long terme. Et ça semble une méthodologie qui, en tout cas, depuis une bonne quinzaine d'années, a été plutôt fructueuse sur le marché crypto. Ceci étant dit, les performances passées, bien entendu, ne présagent pas des performances futures. Il y en a un qui s'est énervé hier, c'est Take-Two, 230 $. Il est parti du contact moyenne mobile 20, moyenne mobile 100 à 210. On s'est retrouvé à 230. Est-ce qu'on va avoir la relance enfin sur le titre avec donc la sortie de GTA 6 autour de novembre 2026? Ça se passe plutôt pas mal également pour Schneider Electric, plus 2% ce matin. Donc là aussi, on a un titre un peu air liquidisé qui, au travers du temps, se comporte très bien. Schneider Electric, pour rappel, on fait un pivot également pour bénéficier de toute cette hype autour des data centers, de l'énergie, des clouds et de tout ce dont a besoin l'IA aujourd'hui pour évoluer. Donc on voit qu'on a une belle progression et un des titres qui font un peu partie régulièrement de la Sainte Trinité. Alors c'est même plus une trinité, à la fin on se retrouve avec 5 ou 10 actions, mais on voit souvent dans les portefeuilles comme ça de bons pères de famille
du PEA boursicouteur du dimanche, du Air Liquide, du Total, du AXA, du Vinci pourquoi pas, et Schneider Electric, je pense aujourd'hui, peut très largement en faire partie pour des actions comme ça qu'on aime bien garder pour du long terme et qui ont toujours distribué des dividendes et des performances qui lissaient au travers du temps étaient plutôt pas mal. Toujours aucun conseil bien entendu, je vous invite à vous renseigner sur les fondamentaux de ces entreprises dont on ne fait que effleurer quelque part le chart et le graphique au quotidien ici, mais il y a beaucoup à creuser bien entendu avant d'investir sur ce qui potentiellement peut être une position qu'on garde en décennies. On a la première hésitation pour LVMH qu'on a suivi donc ces derniers temps au contact de la moyenne mobile 50, 533 € en léger recul à 521. BNP qui s'est arraché vers un nouvel ATH 100 $. Les bancaires qui ont bien bénéficié donc ces temps-ci du rattrapage et BNP qui depuis 2020 est en pleine bourre. Pour le coup, on était quand même au moment du crack Covid à 24,72 €. On est à 100 € aujourd'hui. Donc un x4, 500% en 6 ans de temps, c'est loin d'être anecdotique pour BNP. On est vraiment sur un titre qui a bien profité depuis le Covid. Côté altcoin, on a la reprise de Uniswap. Alors, j'ai pas vu passer de news en particulier, mais je vous avouerai qu'en ce moment, je surveille pas énormément les infos et notamment du côté des altcoins. Donc, beaucoup de personnes commencent à spéculer sur le fait que, comme AAV, les revenus, machin, bidule, et que j'ai vu passer des chiffres complètement fous sur les réseaux avec des charts comme d'habitude où on essaie de vous vendre tout et n'importe quoi, où ça parlait de Uniswap à 100 $ au prochain bull. Enfin bref, vous connaissez la musique. D'un point de vue technique, c'est très dégradé. Il nous faudra reprendre les 4 $ pour espérer venir travailler autour de la moyenne mobile 50, 5,84 $, 200 et 100 autour des 7 $ et ensuite on a un pivot encore un peu plus haut autour de 9 $. Sur le cycle précédent, on a quand même touché du 18-19 et sur le cycle de 2021, on était quasi à 45 $ pour l'ATH ultime de Uniswap. Ceci étant dit, aujourd'hui, ça fait partie des protocoles décentralisés qui fonctionnent. Donc AAV aussi a retrouvé un petit peu de poil de la bête depuis qu'il est venu chercher 57-58 $, on est à 75. Mais vous voyez qu'en termes de dégradation, de canal baissier parallèle descendant depuis août 2025, on ne peut pas faire pire. Côté asiatique, le Kospi pour la Corée s'arrache 1,58. Le Nikkei pareil pour le Japon. Donc des indices qui continuent de répliquer un petit peu ce qu'on observe du côté des États-Unis, mais des actions pour Xiaomi et pour Alibaba qui pour l'instant sont complètement à la peine. On passe sous la moyenne mobile 200 semaines pour Xiaomi et pour Alibaba on s'en approche, donc c'est des choses qu'il va falloir observer dans les prochaines semaines et surtout pour aujourd'hui en particulier, c'est le top départ pour Kevin Warsh à la tête de la Fed et on va voir donc comment il va tenir ses nouveaux rênes et si on va avoir des sons de cloche qui seront un peu différents avec tous les challenges que nous avons énoncés sur ce début d'émission, l'inflation qui est toujours là, l'inflation qui repart, mais des espoirs désinflationnistes pour les prochains trimestres qui, j'espère, porteront leurs fruits par rapport à ce qu'estiment et ce qu'espèrent les marchés actuellement, puisque vous savez à quel point les marchés, quand ils ont de bons espoirs, ils n'aiment pas être contrariés. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve ce week-end. Ciao, ciao.